Bonsoir, troisième épisode de cette spéciale présidentielle 2012. Clémentine Autain est la troisième invitée de la semaine. Elle est ce qu'on ne sait pas toujours, fille d'un grand chanteur et d'une comédienne, mais ce soir, elle s'exprime au nom de Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche, dont les sondages montrent qu'il progresse de jour en jour. Pourquoi? Que compte-t-il faire? Se sent-elle d'un coup pousser des ailes? Clémentine Autain, je vais lui demander. Clémentine Autain, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes contente de cette campagne? Est-ce que vous vous attendiez à ce que le Front de gauche prenne cette place dans la campagne? J'espérais que le Front de gauche prenne cette place. Ça fait 15 ans que je suis mobilisée, engagée pour le rassemblement de la gauche de transformation sociale. Et on a la chance, dans cette élection, d'avoir une candidature unitaire avec un candidat qui a du mordant, du tranchant, de la profondeur politique et intellectuelle. Donc voilà, je me disais bien qu'il y avait un potentiel. Et dans ce moment de crise, on est les seuls à dire qu'il y a une vie en dehors de l'austérité. Et ça fonctionne. Et je suis très heureuse et enthousiaste. A posteriori, vous ne regrettez pas le choix qui a été fait de cette union sur ce candidat? Ah ben non, certainement pas. Certainement pas. C'est lui qui a permis l'union, puisque c'est autour de son nom que toutes ces forces ont pu s'engager. Et je constate que voilà, ça a permis une mobilisation extrêmement forte et que l'on a pu constater notamment le 18 mars, place de la Bastille. J'avais jamais vu ça. Une manifestation politique, c'est inédit, c'est audacieux, mais on a vu le peuple présent, dynamique, joyeux. Et je pense que quand on fait de la politique, c'est important d'être joyeux. Est-ce que vous auriez souhaité que Nathalie Arthaud et Philippe Poutou aient jeté l'éponge? Non, pas spécialement. Voilà, ce sont des courants politiques qui ont une histoire. Ils ont envie d'être présents à l'élection présidentielle. Je préfère qu'on tranche par les urnes que par un imbroglio administratif qui les empêcherait de se présenter. L'humain d'abord, c'est le titre de votre programme. 300 000 exemplaires, un best-seller, 2 €. Et en plus, on peut le télécharger. Mais alors, l'humain d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà du slogan, ça veut dire quoi? C'est bien plus qu'un slogan, c'est l'idée qu'au fond, les marchés financiers brisent nos vies aujourd'hui et ont pris le pouvoir sur les intérêts, les besoins des humains et aussi de l'écosystème. Donc l'humain d'abord, en effet, ça s'inscrit dans une tradition qui est un courant historique qui se met au service de l'émancipation humaine. On voit effectivement que dans le programme, la cause de la précarité, de l'état actuel de la France et la domination sans partage du monde financier, c'est le terme que vous employez. Alors, quel a été son effet et comment peut-on lutter contre ces effets principaux? Alors, son effet, c'est la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire... Nous payons 30 ans de politique néolibérale. En réalité, le There is no alternative de Margaret Thatcher, il y a une trentaine d'années, s'est imposé et a détricoté les protections, à libéraliser l'économie, à casser les droits pour le plus grand nombre. Et ce qui se passe aujourd'hui est très troublant, c'est qu'on a laissé le marché faire la loi et le capitalisme dominer. Et il y a eu une détérioration du rapport entre le capital et le travail. Vous savez qu'en 20 ans, 10 points de PIB sont passés directement de la poche des salariés à la poche des actionnaires. Donc nous nous trouvons dans cette situation de creusement des inégalités et de dureté pour les catégories populaires de ce monde. Et alors qu'il y a une crise du capitalisme financiarisé depuis 2008 avec la crise des subprimes, eh bien ceux qui nous ont survendu ce système-là, au lieu de se remettre en cause, ont décidé d'aller plus avant dans cette logique. C'est exactement ce que propose le FMI, la Banque Centrale Européenne et l'Union Européenne. L'abjecte Troïka, la Troïka, qui dit, au fond, allons un cran plus avant dans la casse des services publics, dans la détérioration des bas salaires et des minima sociaux. Et le laboratoire, c'est la Grèce, où on voit qu'après 10 plans de rigueur, on arrive au 10e plan de rigueur, et tout ça nous conduit à la récession économique, à un creusement des inégalités, à une situation sociale et une paupérisation incroyable dans ce pays-là. Et pourtant, il n'y a pas de doute, il faudrait aller plus avant en réduisant les dépenses publiques. Et je trouve que devant ce résultat, l'interrogation monte, et c'est normal de se dire que cette solution n'en est pas une. L'austérité fabrique
la récession économique et accroît les déficits, contrairement à ce qu'on nous dit, puisque c'est au nom de la résorption de la dette qu'on mène ces politiques. C'est délirant. Vous savez qu'en Grèce, la dette en 2009 était de 120% du PIB, elle est aujourd'hui de 170% du PIB. Donc c'est totalement délirant et on fait la part belle au marché puisque les banques centrales prêtent de l'argent et des milliards, et des milliards, et des centaines de milliards à des banques privées qui s'engraissent sur le dos des États puisqu'elles empruntent aux banques centrales à 1% et elles prêtent aux États à des taux absolument exorbitants, 6%, 10%, 15% même. Donc tout ça marche sur la tête et ce que propose le Front de gauche, c'est de dire que la relance ne peut se faire que par le partage des richesses et par la transition écologique. C'est ce parti pris fondamental qui est celui du Front de gauche en disant que c'est par là qu'on redonnera du souffle à l'économie et du sens à la production. Quand même quelques éléments de ce partage des richesses tel que vous le proposez. D'abord la réduction du temps de travail, donc 35 heures, on revient aux 35 heures absolues. Il faudrait y revenir et aller plus avant en réalité. Le partage des temps de la vie, c'est un enjeu de civilisation. Moi, je suis féministe et je sais à quel point l'entrée massive des femmes sur le marché du travail aurait dû changer la donne, puisqu'il y a un problème d'articulation des temps de la vie. Vous voyez bien que tout ce qu'on faisait avant bénévolement, il va bien falloir que quelqu'un le fasse. Donc, de toute façon, on marche sur la tête. Et pour résorber le chômage, je crois profondément que le partage du temps de travail est une partie importante de la réduction des heures supplémentaires. Est-ce que là-dessus, sur ce terrain, vous ne risquez pas de vous heurter à certaines mauvaises humeurs des salariés qui ont des heures supplémentaires? On sait qu'ils y tiennent. Quand on leur dit renoncer aux heures supplémentaires, ils ne sont pas forcément heureux. Oui, mais ils y tiennent pour une raison, qui est la question du salaire. Donc, quand nous proposons le partage des richesses, nous proposons aussi l'augmentation des bas salaires et singulièrement du SMIC en le faisant passer à 1 700 euros bruts tout de suite. Pareil pour les minima sociaux qui doivent également augmenter, comme les pensions de retraite. Et de l'autre côté, une taxation du capital et une révolution fiscale, en permettant aussi une lutte acharnée contre le pouvoir des marchés financiers. C'est-à-dire que tout ça ne fonctionne qu'à la condition qu'on soit capable de nationaliser les banques, de créer un pôle public financier et de mener le rapport de force nécessaire à l'échelle de l'Union européenne. Si on essaye de voir quelle construction économique peut appuyer ce partage des richesses, il y a d'abord effectivement la naissance d'un instrument financier qui soit une sorte de banque publique. Bien sûr. Ensuite, blocage des hauts salaires. Bien sûr. À combien? Blocage. On est pour un salaire maximum avec une fourchette de 1 à 20 tout à fait assumée. Je lisais dans l'Humanité qui en avait fait sa une que l'année dernière, les patrons du CAC 40 ont vu leur rémunération augmenter de 34% en pleine crise, en pleine récession économique. Je veux dire, c'est totalement indécent. Le patron de L'Oréal, il gagne 644 fois le SMIC. On est en plein délire. Donc oui, je pense qu'il faut de la morale républicaine dans tout ça, de l'égalité. Et vous savez, de 1 à 20, c'est déjà pas mal. Ça fait en gros au moins 30 000 euros de salaire pour la fourchette haute. Vous savez, on vit bien avec 30 000 euros, vraiment. Taxation des revenus des entreprises. Oui, alors là, la fiscalité, il y a vraiment une révolution à faire. Et ce qui me frappe aussi, parce que je suis gérante d'une SCOP, donc je suis chef d'entreprise à ma manière, d'une coopérative, et je vois le poids de la fiscalité si différente entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. C'est la seule source de revenus pour assurer votre programme, la fiscalité. Ah ben pas du tout. Oui, non, parce qu'il ne faut pas raisonner à flux constant. C'est-à-dire que quand on investit, avoir une politique industrielle, investir dans des projets qui peuvent créer de la dynamique économique, c'est le meilleur moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Le problème de la Grèce, c'est que la récession, elle assèche les finances publiques. Donc il ne faut pas raisonner à flux constant, même si on sait très bien faire les additions, les soustractions, il n'y a pas de problème au Front de gauche, on sait le faire. Mais on croit à une dynamique de changement de modèle de développement. Parce que je crois que le vieux monde se meurt, on est en train de basculer dans un nouveau monde, et donc il faut inventer ce nouveau modèle de développement qui doit être profondément écologique, parce qu'il faut lutter aussi contre le gaspillage, contre le consumérisme qui pollue nos vies, nos désirs, tout. Et c'est ce mouvement-là que nous voulons créer avec un soutien au désir d'entreprendre. Vous savez, on dit souvent que le Front de gauche, cette partie de la gauche serait contre l'entreprise. C'est faux, nous sommes pour le désir d'entreprendre, mais simplement nous voulons que les salariés y aient du pouvoir, que les producteurs soient respectés et que ce ne soit pas ceux qui détiennent le capital qui, au fond, fassent la loi au détriment de ceux qui produisent les richesses. Oui, c'est pourquoi je disais que le système fiscal est quand même très important pour vous, avec nouvelle fiscalité des
d'entreprise. Création de 14 tranches au total, hein. Voilà. C'est-à-dire fiscalité qu'aujourd'hui, des on n'est que particuliers. jusqu'à 41%. Nous, on veut aller jusqu'à la tranche de 100%. Le Parti socialiste, voyant le front de gauche monter, a proposé une nouvelle tranche pour les hyper riches à 75%. Bienvenue, camarades en terre de gauche. Mais le problème, c'est qu'au PS, il reste rien entre la tranche de 45% et celle de 75%. Il faut une progressivité forte à tous les échelons. Et c'est ça qui permettra la justice sociale d'exister. L'argent public, comment est-ce qu'on le contrôle? Et l'argent privé surtout, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on oblige des entreprises privées à suivre des schémas de ce genre? Il y a un instrument formidable qui s'appelle la loi. En régime républicain, normalement, et démocratique, il y a ce qu'on appelle la loi. Et la loi ne peut pas tout. La loi ne peut pas tout dans une société. Par exemple, le partage des tâches domestiques, vous voyez, une loi qui imposerait le partage des tâches domestiques, même si c'est fondamental pour l'égalité professionnelle, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, mais la loi peut réglementer toute une série de choses fondamentales, et notamment sur l'entreprise. Ma question était quand même plus perfide, sans créer une évasion des capitaux, une évasion des entreprises privées. Vous n'y croyez pas? Vous pensez non, que non. D'abord, non. J'y crois pour une part, évidemment. Pour une part, certains capitaux pourront fuir, mais qu'ils s'en aillent. Sincèrement, qu'ils s'en aillent. L'enjeu, c'est quoi? C'est d'être absolument compétitif dans un système qui marche sur la tête, ou c'est de permettre un mieux vivre pour le plus grand nombre sur notre territoire? Nous choisissons le mieux vivre pour le plus grand nombre sur le territoire. Ça veut dire protéger nos industries, protéger notre économie, faire en sorte qu'elle soit source de mieux vivre, encore une fois, pour le plus grand nombre, et que cette course au profit permanente, cette course à l'obésité, je me souviens que c'était pour le coup Jean-Pierre Chevènement, vous voyez, qui n'est pas ma référence habituellement, mais j'avais bien aimé cette expression où il disait il y a une course à l'obésité dans ce monde dingue. Et après quoi court-on? Mais après quoi court-on? Ça devient fou. Vous posez quand même le problème de la France dans l'Europe. Bien sûr. Donc vous avez effectivement refusé 2005, refusé le dernier traité. Oui, le mécanisme européen de stabilité. Qui vient juste de sortir. Ouais. Est-ce qu'on peut rester dans l'euro et rester dans l'Europe en pratiquant la politique que vous proposez? Eh bien, il faut se battre. En tout cas, c'est notre objectif. Nous n'avons pas dit que nous voulions sortir de l'euro, ni de l'Union européenne, la différence. ni de l'Union européenne. Mais est-ce qu'on peut y rester? La politique, c'est convaincre aussi sur ces positions. Et vous savez qu'en Europe, il y a beaucoup de pays dans lesquels les peuples sont mobilisés. En Grèce, on le sait, mais il y a eu des manifestations monstres en Grande-Bretagne. Il y a eu des grandes grèves au Portugal. Non, mais je veux dire, indignez-vous, quoi. Pas seulement. Hein. Il y a aussi des syndicats très mobilisés. Donc, il y a un potentiel en Europe de rébellion. Seulement, il faut que des États, et des États aussi importants que la France, ça compte, ça pèse, proposent une autre voie et essaient de convaincre leurs partenaires. Moi, je suis convaincue que si un des grands pays de l'Union européenne comme la France prenait cette voie et disait, voilà, nous, on a envie de faire autrement et on veut vous convaincre qu'une autre voie est possible, ça donnerait de l'espoir et je pense qu'on peut gagner ce rapport de force. On reste dans l'Europe. Si on capitule d'emblée, au moins la messe est dite, puis on va dire à tout le monde, écoutez, on ne peut rien faire, ça va aller de mal en pis, détendez-vous, on ne peut rien faire. Il faut se battre en politique. C'est important, c'est votre sentiment qu'il faut rester dans l'euro, mais faire changer l'euro. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes profondément européens et c'est au nom même de cet amour de l'Europe et donc d'abord des Européens que nous avons envie de réorienter sa politique, mais certainement pas dans un repli. Parfois, il faut des protections, il faut même de la désobéissance quand on n'est pas d'accord. Par exemple, quand il s'agit de privatiser nos services publics, je pense que la France pourrait décider de désobéir. Elle doit le faire, mais ça ne veut pas dire claquer la porte et s'enfermer dans sa petite chapelle. Parce qu'au contraire, vous envisagez un protectionnisme autour des frontières européennes. Exactement. Des protections. Là, vous disiez tout à l'heure que François Hollande avait pris une de vos idées, mais là, c'est Nicolas Sarkozy qui a pris cette idée-là. Oui, protectionnisme. Oui, sauf qu'il est un ultralibéral, il l'a mis en pratique pendant 5 ans de façon très très forte. Donc tout ce qu'il raconte là dans cette campagne doit être pris avec beaucoup de pincettes. Et puis d'ailleurs, les boussoles se perdent les unes les autres. Il reste le candidat du peuple du Fouquet au service de ses amis les riches. La dette aussi, vous l'évacuez quand même un peu rapidement, mais par votre analyse qui est... l'austérité fabrique les déficits. Donc fabrique la dette, on est d'accord. Mais au plan européen, donc vous restez dans l'euro, ce qui est intéressant, c'est votre construction politique en France. Vous dites donc, tout est à refaire, la Constitution est à revoir, puisqu'il s'agit d'une 6e République. Alors comment vous arrivez à cette 6e République
dès que Jean-Luc Mélenchon est élu Oui. au deuxième tour. Oui, c'est le point de départ parce que je crois que la défiance à l'égard de la politique institutionnelle est aujourd'hui immense et qu'on est dans une République qui est totalement à bout de souffle. Donc il faut un nouvel élan et nous proposons de lancer un processus constituant pour une 6e République. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura des citoyens désignés, des citoyennes désignées pour élaborer précisément ces nouvelles règles du jeu que nous appelons de nos voeux. Alors dedans, il y a une logique qui est celle de permettre une implication populaire plus grande et d'accroître le socle des droits constitutionnels. Voilà, c'est ça la logique qui préside à notre 6e République. Sortez-les tous, comme a dit Jean-Luc Mélenchon dans un autre livre, en sortant tous les politiques de ce processus-là, ou en le remplaçant par des Français choisis. Les organisations politiques pourront prendre part à ce grand débat national que nous aurions, mais il s'agit de désigner une nouvelle assemblée qui travaillerait. Donc de faire une nouvelle constituante, de faire une assemblée constituante. Une assemblée constituante pour une 6e République, avec une logique qui serait par exemple le non-cumul des mandats en nombre et dans le temps, qui serait le statut de l'élu, la proportionnelle, des assemblées participatives plus importantes, enfin tout un tas de mesures pour favoriser l'indépendance de la justice, l'indépendance des médias. Donc c'est un ensemble qu'il faut impulser parce que la défiance est trop grande aujourd'hui à l'égard de ces institutions et je le comprends, on a besoin de changer d'air et voilà ce que nous proposons. Avec recours au référendum ? Éventuellement, bien sûr, consolider aussi le référendum d'initiative populaire, oui. Ça fait partie, mais ce n'est pas le nec plus ultra. Vous savez, la démocratie, elle est une expérience. La démocratie, c'est une expérience. Et la démocratie véritable, on en est très très loin. Donc là, l'enjeu avec une 6e République, c'est d'aller un cran plus avant pour favoriser l'implication du plus grand nombre dans la décision publique. C'est ça l'enjeu. La question que je ne peux pas ne pas vous poser, si Jean-Luc Mélenchon est en numéro 2, qu'est-ce qu'il fait? Quelle bonne nouvelle. Enfin, numéro 2 de la gauche, pardon. Ah, j'avais compris en numéro 2, et donc la possibilité d'aller au deuxième tour. Après tout... en 2 de la gauche, il n'est pas en tête de la gauche au François premier Hollande a dit que si Jean-Luc Mélenchon était en numéro 1, il ferait jouer la discipline républicaine. Bien sûr. C'est votre cas aussi? Oui, on l'a dit, c'est l'histoire de la gauche, le mieux placé. Nous soutiendrons le mieux placé à gauche, bien sûr, pour battre la droite et l'extrême droite. Ça, c'est toujours fait, il n'y a pas de grand suspense sur cette question en réalité. Mais est-ce que vous ne risquez pas, en dirigeant un certain nombre de vos coups sur la gauche social-démocrate, de faire reculer cette gauche démocrate au point de compromettre la victoire? Non, je crois qu'elle recule toute seule, malheureusement pour elle. Mais elle ne recule pas de beaucoup, non, mais je veux dire, en tout cas, ce que je constate, c'est que quand le front de gauche progresse, il fait progresser toute la gauche. Donc il aide à la victoire de la gauche. Ce serait faux de penser que plus nous grimpons, plus nous affaiblissons la social-démocratie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et on le sait, même en 81, Mitterrand a gagné, il n'était pas en tête au premier tour. Mais c'est la dynamique globale de la gauche qui lui a permis de gagner. À l'inverse, Jospin, en 95, était en tête au premier tour et il a perdu. C'est Chirac qui a gagné. Donc ce qui compte, c'est est-ce qu'on est capable collectivement à gauche de créer un souffle, de l'enthousiasme, de l'envie suffisante pour mettre Sarkozy dehors, mais aussi pour changer les conditions de vie du plus grand nombre dans la durée. Parce que battre la droite, ce n'est pas simplement le soir d'une élection, c'est dans la durée. De ce point de vue, le front de gauche est une garantie que la gauche réussisse dans ce quinquennat qui pourrait s'ouvrir pour la gauche. Bon, et tout ça peut se faire dans la crise telle qu'elle fonctionne par le pouvoir de conviction des autres pays? Mais ça doit se faire. Est-ce que la crise qui vous porte en quelque sorte, oui, bien vous sûr. handicape? Enfin, elle nous porte. Elle pèse quand même sur le plus grand nombre aujourd'hui. Elle justifie la naissance du front de gauche. Mais justement, est-ce qu'elle ne vous handicape pas aussi? Ce qui peut permettre de répondre à toutes ces crises, qui sont des crises sociales, économiques, démocratiques, écologiques, c'est des crises massives, c'est de penser un changement profond de modèle de développement. Il faut être à niveau de ces ruptures nécessaires et de ce changement nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on a d'ores et déjà toutes les réponses à ce nouveau monde qui s'ouvre, mais en tout cas, il faut avoir cette envie d'y entrer et d'y entrer différemment. C'est-à-dire ne pas simplement dire, vous inquiétez pas, on ne va pas bouger grand-chose, on va essayer de gérer le mieux possible ces crises qui nous tombent dessus. Non, il faut les affronter, il faut affronter le pouvoir de la finance, il faut mettre en œuvre des politiques qui permettent de faire vivre la démocratie et d'ouvrir
un nouveau cycle pour une démocratie véritable, je crois que ça, c'est être à niveau des besoins et des urgences qui se manifestent et qui vont se manifester de façon de plus en plus forte, parce que les peuples ne vont pas se laisser faire et payer la crise pour les autres. C'est pas supportable, ça n'est pas supportable. Et donc, de ce point de vue, je pense que nous sommes dans cette audace nécessaire. Merci Clémentine Autain. Merci.